Ça marche, ça marche. Excusez-moi, alors si vous voyez le replay, ça va vous paraître bizarre. Nous avons eu un petit problème technique où la caméra ne fonctionnait pas. Mais ça y est, nous avons relancé le live et la caméra fonctionne. Bonjour tout le monde, comment ça va? Donc je disais, oui, en introduction du live, de la première partie du live, de la première essai du live, je vous préviens, je suis salé. Voilà, je vous préviens, je suis salé. Je suis salé à cause du show, d'un certain événement dans le show, de plusieurs trucs très frustrants qui ont eu lieu dans le show. Et je vais pas être super dedans. Je vais pas être... je vous demande d'être indulgent, je vous demande d'être patient. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Je vous demande d'être compréhensif parce que le show m'a frustré à plusieurs égards. Vous allez voir, on va en parler. J'ai pas mis de photos enfin vous savez, pour illustrer le show comme j'en mets d'habitude ici. Excusez-moi, je viens de voir que il y a Totoro, notre petit chaton, qui est fixé sur un truc dans le jardin. Je sais pas quoi. Il est assis et il regarde en face de lui. C'est très intéressant. Alors qu'en face de lui, il y a une haie. Bon. Donc ouais, j'ai pas mis de photos parce que AEW ne propose pas de photos pour ses shows. Donc du coup, il aurait fallu que je fasse des captures d'écran et j'étais... Ma faute, mais j'étais tellement saoulé que voilà, que j'ai pas pris le temps. Je me suis pas emmerdé, si vous voulez, à chercher des images. On va parler du show match par match. J'ai oublié de faire la moyenne. C'est pas grave. Je le savais que j'allais oublier de faire des trucs. C'est pas grave. Vous êtes 64. Bonjour, bienvenue à tous. N'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à vous abonner. On va commencer avec le match qui était dans le kick-off, qui s'appelle un buy-in sur AEW, pardon. Alors avant le match, ils ont annoncé que Reba, qu'ils présentent maintenant comme rebelle entre parenthèses, pas Reba, j'ai pas envie de parler de ça. Reba n'était pas médicalement apte à catcher. C'était une ruse, elle était apte, mais juste elle préférait ne pas faire le match. Donc elle a été remplacée par Maki Ito, et ça c'est chouette. Ça c'est chouette, il y a des bons trucs, et on va parler des bons trucs. Notamment, voilà, Maki Ito qui a remplacé Reba au pied levé. Maki Ito, c'est la catcheuse qui a le plus conquis le public, on va dire ça comme ça, pendant le tournoi pour désigner une aspirante numéro 1 au titre féminin de AEW. Et du coup, pour je sais pas, pour récompenser le fait qu'elle ait réussi à être populaire auprès du public américain, ils l'ont fait venir du Japon pour ce match-là. Et c'était cool pour elle. En plus, pendant le match, Britt Baker et Thunder Rosa ont une rivalité, donc ça, c'est quelque chose qui existe et qui va quelque part. Et il en faut vraiment pas plus, un tout petit peu de contexte, un tout petit peu d'histoire. Évidemment, des catcheuses qui savent catcher, mais ça, ils ont que ça. Et voilà, et ça fonctionne. J'ai mis un B- au match, moins parce que j'ai toujours un peu la sensation que ça va nulle part. Mais bon, ça m'a permis moi ça m'a permis de découvrir Maki Ito. Je comprends qu'elle soit devenue populaire parce que j'ai pas regardé le tournoi féminin. Parce que je suis un blaireau, vous savez, je regarde que les matchs qui sont sur AEW Dynamite. Sois moins salé, c'est désagréable quand t'es sarcastique, sois pas comme ça. Arrête d'avoir des débats avec toi-même. Donc ouais, ça m'a permis de découvrir Maki Ito. Le match était pas parfait. Il y avait plusieurs moments où c'était un peu sloppy, on va dire ça comme ça. On va en parler en anglais parce que les styles, si vous voulez, il y a un style de catch qui est typiquement japonais, et dont la fédération DDT au Japon est très représentative. C'est du catch un peu, c'est poussé à l'extrême le côté un peu délirant du catch. Et Maki Ito est un peu comme ça, et du coup quand elle fait certaines de ses moqueries, tu vois que l'adversaire en face il a tout le temps qu'il faut pour récupérer, mais il récupère pas parce que ça fait partie du show. Les deux styles, le style Thunder Rosa et le style Maki Ito ont du mal à connecter de façon crédible. Mais Maki Ito est très voilà,
Elle est rigolote, j'aime bien quand j'aime bien quand elle fait semblant de pleurer parce qu'elle s'est pris un coup, c'est rigolo parce qu'elle en fait trop, elle fait comme ça, c'est marrant, c'est marrant. Donc voilà, et Britt Baker a fini par gagner lorsque Reba, qui est quand même resté aux abords du ring, a mis un coup de béquille à Thunder Rosa dans le dos de l'arbitre. Donc voilà, Britt Baker remporte le match. Je l'ai pas vu venir, c'était chouette, voilà, j'ai mis B-, c'était chouette. On reste dans le chouette avec le premier match du pay-per-view en tant que tel, les Young Bucks contre Chris Jericho et MJF. Alors le match commence de façon très agressive, les Young Bucks s'en prennent directement à MJF et à Chris Jericho parce que MJF et Jericho ont agressé le père des Young Bucks, voilà, il y a 2 semaines, non, si, il y a 2 semaines. J'ai pris plusieurs notes sur certains spots, genre MJF qui enchaîne les Suck It, la moquerie de D-Generation X, la faction, l'équipe et la faction dont faisait partie notamment Triple H et Shawn Michaels. Comme ça, il s'agit de pointer vers ton pénis en disant « suce-le ». Mais il faut pas le dire en français, ça sonne beaucoup moins... Ça sonne exactement pareil. Suce ça. Il y a des trucs qu'il faut... Il y a des trucs qu'il faut pas traduire. Ça quitte, donc. Les Young Bucks s'apprêtaient à faire l'Indie Taker, mais ça a été contré par... Alors, Chris Jericho a fait un code breaker sur celui des 2 Young Bucks qui allait faire le salto. Et MJF a fait un tombstone sur l'autre. Bref, ça c'était sympa. Il y a un moment donné, j'ai vraiment cru que Chris Jericho et MJF allaient gagner. C'est quand Chris Jericho a attaqué l'un des 2 Young Bucks avec sa batte de baseball. Et MJF en a profité, dans le dos de l'arbitre toujours évidemment, et MJF en a profité pour faire un hit seeker sur l'autre Buck. Ça c'était pas mal, ça c'était cool. En fait, pendant tout le match, Wardlow, le majordome de MJF, a pas arrêté d'intervenir, mais à un moment donné, il a voulu intervenir et Jericho voulait faire un Judas Effect, sa prise de finition sur l'un des 2 Bucks, et c'est Wardlow qui a pris la prise par accident. Et ça a déclenché la séquence finale. Il s'est pris un double super kick des Young Bucks au milieu d'un Lion Salt, c'est-à-dire qu'il allait faire la Lion Salt qui est un saut périlleux arrière en prenant appui sur les cordes, sur la première corde. Mais il s'est pris 2 super kicks dans la gueule, puis un BTE trigger, donc la prise de finition des Young Bucks, puis MJF a interrompu le tombé. MJF se fait accueillir par une super kick party, donc une série de super kicks dans sa face. Et les Young Bucks mettent un Meltzer Driver sur Chris Jericho pour conserver les titres. J'ai mis un B à ce match-là. J'ai trouvé que voilà, il était bien. Ça commençait bien, je trouve. Pour moi, on était loin de ce qu'ils auraient pu faire, mais c'était bien. Si t'avais pas des attentes trop élevées, c'était pas trop décevant. On va y reviendre. Paul White nous a donné un indice concernant la grosse signature qu'il allait annoncer ce soir à AEW, en disant que c'est quelqu'un qui peut outwork tout le monde à AEW. J'ai écrit, c'est pas un indice. Outwork, c'est très difficile à traduire, ça veut dire que il est plus endurant en termes de capacité de travail, voilà, que tout le monde. Ensuite, on a eu le match par équipe, donc la Casino Tag Team. Alors, ils appellent pas ça une Battle Royale, ils appellent ça Casino Tag Team Royale. La nuance, je pense, c'est que toutes les équipes ne commencent pas sur le ring en même temps. Ce qui est une bonne idée parce que ça permet de donner beaucoup plus de visibilité au match. Chaque équipe rentre avec 90 secondes de décalage. Donc ils ont commencé avec les Natural Nightmares et Allen Angels et Preston Vance, donc les numéros 5 et 10 du Dark Order. J'ai pris beaucoup de notes, mais c'est des notes qui servent à rien. J'ai écrit 3e Santana et Ortiz, QT Marshall élimine 5, 4e Matt et Mike Seidel, 5e Uno et Grayson. Et pendant tout le match, je me disais, ils ont vraiment trop d'équipes. C'est bien d'avoir une grosse division par équipe. À un moment, c'est trop. À un moment, des équipes qui devraient être mieux placées peuvent pas être mieux placées parce que il y a déjà un embouteillage au sommet. Et du coup, ils peuvent pas raconter autant d'histoires qu'ils devraient pour que tout le monde soit occupé. Non, c'est mon opinion.
À un moment donné, je vois Peter Avalon, enfin Pretty Peter maintenant, comme il s'appelle, Pretty Pete, c'est comme ça qu'il s'appelle maintenant, arriver avec César Bononi. Je me dis, ah oui, d'accord, ok. Donc, en plus, il y a des équipes que je connais pas encore, très bien. Donc ça, c'est une nouvelle équipe. Il y a eu combien? Il y a eu 15 équipes en tout. Il y a eu des passages vraiment cool, notamment un passage où QT Marshall. Alors attendez, je prends mes notes. Colton Gunn, l'un des membres du Gun Club avec Austin Gunn, c'est ça. Colton Gunn allait éliminer César Bononi et QT Marshall arrive par derrière et élimine les deux Guns parce que Austin était venu aider son frère. QT arrive et élimine les deux Guns et César Bononi. Et je me dis, c'est... En fait, sur le coup, je me suis rien dit du tout parce que j'avais complètement oublié que QT Marshall et le Gun Club font tous partie de la Nightmare Family, qui est une faction dont ils parlent pratiquement pas à Dynamite. J'imagine que si tu suis Being the Elite, que si tu suis les réseaux sociaux, que si tu suis AEW absolument partout, tu peux le suivre, ça doit être un peu plus prégnant. Si tu suis que Dynamite, en fait, si tu suis que Dynamite, tu ne sais pas que le Gun Club fait partie de la Nightmare Family, parce que moi je l'ai appris sur Twitter enfin je l'ai appris sur Reddit qui repostait un truc de Twitter que le Gun Club faisait partie de la Nightmare Family. Donc Dustin Rhodes engueule QT Marshall, parce que QT Marshall et Dustin Rhodes font aussi partie de la Nightmare Family. Dustin Rhodes engueule QT Marshall, et QT Marshall, non seulement il s'élimine tout seul, mais en plus il crache à la gueule de Dustin Rhodes. Et là je me dis, ah, intéressant, développement de personnage, j'aime bien. À Dark. Ah là là. Dark, c'est vraiment on fera un bilan global de ce que je pense de AEW plus tard. J'étais très content de voir Jurassic Express arriver en 10e, parce que je pensais pas qu'ils y participaient. Ils n'étaient pas sur l'image qui est là, je crois. Hein. Non, ils n'étaient pas sur l'image qui est là. Et Jurassic Express est sans doute mon équipe préférée peut-être derrière les Lucha Bros, peut-être. Bref, une de mes équipes préférées à AEW, une des équipes qui a eu un peu de construction, quoi, ils ont eu plusieurs rivalités. Jungle Boy a eu une rivalité avec MJF. En ce moment, ils sont en rivalité avec FTR. Enfin voilà, ça va quelque part, quoi. Je peux un peu parler de. À un moment donné, il y a Jack Evans qui fait partie de l'équipe TH2 qui a popé de sous le ring pour éliminer Preston Vance, donc le numéro 10 de Dark Order, alors que TH2 n'était pas dans le match. C'était bizarre. SCU faisait partie du match alors qu'ils ont dit que s'ils perdaient un match, ils prendraient leur retraite. Mais les commentateurs ont direct dit ouais, mais ça compte que les matchs une équipe contre une autre équipe. Ça compte pas les gros matchs comme ça compte pas les Battle Royale, etc. Je dis, bon, ok. Et Ray Phoenix et Pac sont arrivés en 14e. Et là, le match a commencé. Parce que jusque-là, c'était vraiment... c'était vraiment une bouillie de rien, quoi. C'était vraiment... des équipes qui s'éliminent, c'est regardez comme il est fort, regardez comme il est souple, regardez comme il va vite, regardez, oui, ok. Mais alors quand Ray Phoenix et Pac sont arrivés, c'était l'équipe en puissance dans le match, quoi. C'était plus que les favoris, il y avait que qui arrivait avec quelque chose, qui arrivait avec une présence, quoi, si vous voulez, qui arrivait avec... ils sont là, ça va chier. Maintenant, ça va chier. D'ailleurs, ils arrivent et ils éliminent The Blade et Mark Quinn en arrivant. Comme ça, juste histoire de dire, bon, allez les enfants, allez jouer dehors, en passant par-dessus la troisième corde, s'il vous plaît. Ensuite, il y a John Silver et Alex Reynolds qui arrivent, donc les favoris du public au sein du Dark Order, les numéros 3 et 4. Quand la poussière retombe, il ne reste plus que 4 équipes. SCU, enfin SCU. Si, il reste encore les deux membres de SCU, je sais pas. Si, il reste encore les deux membres de SCU, je crois. Ouais, il reste SCU, Jungle Boy tout seul parce que le Chasaurus a été éliminé, John Silver et Alex Reynolds, et Pac et Ray Phoenix. Ray Phoenix élimine Christopher Daniels, donc déjà il y a un membre de SCU qui dégage. Jungle Boy élimine Alex Reynolds, je me dis bon, vous avez raison, et ensuite Pac élimine Frankie Kazarian, et là on se retrouve avec un carré final, j'ai envie de dire parfait.
j'ai envie de dire parfait. J'aurais peut-être laissé Luchasaurus parce que je l'aime beaucoup, mais on finit avec Jungle Boy, qui est, qui est à la fois un gros morceau dans la division par équipe et dans la division solo. Jungle Boy, ils le mettent vraiment en avant comme l'avenir de AEW. John Silver, gros favori du public. Je vous avais dit dans un bilan, je sais plus lequel, que je trouvais qu'ils avaient mis John Silver en avant trop abruptement parce que il lui avait fait tenir la distance contre Orange Cassidy qui venait de tenir la distance dans un match contre Chris Jericho. Et je me suis dit, attendez, John Silver, il fait partie des jobbers du Dark Order. Et là, vous me dites qu'il a à peu près le niveau d'Orange Cassidy. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui déconne. Soit il a le niveau jobber, soit il a le niveau main eventer, ça peut pas être les deux. Là, c'était une façon beaucoup plus efficace et beaucoup plus fluide de nous présenter John Silver comme capable en solo. C'est-à-dire, il arrive dans le carré final d'une Battle Royale par équipe. Lui, y arrive. Et en plus, il tient la distance contre Pac. Il y a eu un moment où il y a eu un face-à-face entre Pac et John Silver. Je me suis dit, putain, je veux voir ce match-là. Je veux que Pac gagne, mais je veux voir ce match-là. Et Pac et Rey Fénix ont vraiment dû s'y mettre à fond, tous les deux, pour réussir à éliminer John Silver. Ça, c'était cool. Ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Jungle Boy réussit à... Donc Jungle Boy se retrouve tout seul contre 2 tiers du Death Triangle. Est-ce que du coup on peut parler d'un Death Angle? Parce que du coup si tu vires un côté d'un triangle, il n'y a plus qu'un angle, du coup c'est Death Angle. On va éviter de faire des blagues. Jungle Boy réussit à piéger Pac pour l'éliminer, c'est-à-dire que Pac allait le charger, Jungle Boy a descendu la 3e corde pour que Pac passe par-dessus la 3e corde. Et après un énorme échange, Rey Fénix a réussi à éliminer Jungle Boy pour remporter la pas Battle Royale, pour remporter le Casino Tag Team Royal. Donc c'est bien Pac et Rey Fénix qui iront affronter les Young Bucks pour le titre. À Dynamite, on verra le match Rey Fénix contre Nick Jackson, je crois. Ça va déchirer. Rey Fénix fait vraiment partie des meilleurs catcheurs de AEW. Et ça veut dire quelque chose parce qu'ils ont beaucoup de catcheurs à AEW. On m'a demandé mes catcheurs préférés par roster. Je crois que j'ai dit Hangman Page, je sais plus ce que j'ai dit parce que ça change tout le temps. Si j'ai oublié de mettre Pac, il faut que je mette Pac dans mon top 3. Je pense que Pac est dans mon top 3 de mes catcheurs préférés à AEW. Ensuite, ah là là là, alors. Vous m'avez entendu râler à bien des reprises sur la division féminine de AEW. Et c'est pas fini. Dans les commentaires, j'ai eu 2 commentaires qui m'ont passablement agacé. Écoutez, on est entre nous, on se dit la vérité. Qui me disaient que j'étais de mauvaise foi par rapport à la division féminine de AEW, que j'avais pas à l'ouvrir si j'allais pas faire l'effort de m'intéresser au tournoi. Le tournoi était vachement bien, il permettait de mettre des catcheuses en avant, tout ça machin. Je vais même pas revenir dessus. Et là, juste avant le match, il nous montre une vidéo. Et dans la vidéo, je vais lire ce que j'ai écrit. Il nous montre une vidéo avant le match, comme d'habitude. Toute l'histoire était là. Mes notes sont pas prises dans le bon sens, en fait. Parce que 10 minutes avant de voir le match, ma perception du match, c'était Ryo Mizunami a gagné un tournoi sur YouTube pour affronter la championne Hikaru Shida. Voilà. Et 10 minutes avant le match, il nous montre une vidéo, enfin 10 minutes juste avant le match, il nous montre une vidéo où on apprend, c'est parti, que il y a 2 ans, elle allait prendre sa retraite et elle a participé à un PPV d'AEW, elle a changé d'avis à ce moment-là. Ok, j'aurais bien aimé qu'on me le rappelle à Dynamite, ça, parce que je suivais pas AEW il y a 2 ans, donc j'aurais bien aimé qu'on me le rappelle. Il y a 10 ans, elles se connaissent depuis plus de 10 ans. Je l'apprends 10 minutes avant le match, bref. Il y a 10 ans, elle a dit à Hikaru Shida que même avec 100 ans d'entraînement, elle ne la battrait jamais. Ok, gros enjeu donc.
Et en plus, j'apprends qu'elles se sont affrontées 3 fois, et que 3 fois, il n'y a jamais eu de vainqueur. À chaque fois, ça a été une égalité. Pourquoi j'apprends ça maintenant? Pourquoi ça n'a pas été construit? Non seulement il y a une histoire, mais en plus l'histoire est très bonne. Pourquoi c'est pas raconté à Dynamite? L'émission que je regarde toutes les semaines, pourquoi c'est pas là que j'ai appris que ce match était énorme? Alors heureusement qu'il y a eu la vidéo, parce que du coup, plutôt que de regarder deux nanas dont j'ai rien à foutre se battre, j'étais dedans. J'étais, vas-y Karushida, montre-lui à cette connasse arrogante là que t'as pas besoin de 100 ans pour la battre. Montre-lui que t'es une championne. Et en même temps, je me disais, Ryo Mizunami, prouve que t'en as encore dans le bide, prouve que tu peux encore catcher, prouve que t'as bien fait de pas prendre ta retraite, montre ce que tu vaux. Bam! Voilà! Là, on est dans le match. Ah, c'est pas la première fois que le show me met en colère, mais là, la colère est très vite passée parce que j'avais pas envie d'être en colère, j'avais envie d'être dans le match, j'avais envie d'aimer le match, j'avais envie de me dire, ok, d'accord, donc c'est ça les personnages. Beaucoup trop tard pour présenter les personnages, mais je les ai. Ok, chouette. En plus, Hikaru Shida, qui est une excellente catcheuse, c'est toutes des excellentes catcheuses, j'ai pas besoin de le dire. Hikaru Shida réussit à contrer... en fait, vous voyez tout ce que je vous ai dit au début concernant Maki Ito sur le fait qu'ils font des moqueries pendant 50 siècles et que du coup ça sort un peu du match. Hikaru Shida, parce qu'elle catch un style un peu plus occidental, profite du temps que prend Ryo Mizunami pour faire ses moqueries, pour récupérer et l'attaquer par surprise en plein milieu de sa moquerie. Bam, logique, génial. J'ai écrit, il y a une séquence géniale au milieu du match où elle se met des coups énormes, mais se relève de rage à chaque fois, c'est-à-dire qu'elle lui met un énorme coup de poing, elle tombe, elle se relève genre non, je vais pas rester par terre sur ce coup-là. Shida, qui est toujours, mais vraiment, vraiment excellente, réussit à se sortir de la guillotine leg drop de la prise de finition de Ryo Mizunami, mais Shida vend vraiment ça comme... elle est en mode automatique, elle répond plus, elle donnait l'impression d'être toute molle, d'être genre, elle fait fonctionner un muscle à la fois. Elle va faire fonctionner les muscles dont elle a besoin pour faire les prises, mais le reste, elle va économiser son énergie parce qu'elle n'a plus rien. Elle est sur la réserve. Et à partir de là, le match était vraiment très très bon dès le début. Merci beaucoup pour ton abonnement, Escorev. Mais à partir de là, je me disais, Hikaru Shida, elle a plus que ça, quoi. Elle a plus que ça sur sa barre de vie. Elle peut perdre à n'importe quel moment. D'autant que Mizunami a réussi à... Alors, Hikaru Shida a réussi à porter son Tamashi, qui est sa prise de finition, qui est globalement un énorme coup de genou dans la gueule, ce qui est efficace. Mizunami a réussi à contrer le tombé sur le Tamashi. Là, j'y ai cru. Là, j'ai cru que Mizunami avait une chance de gagner. Hikaru Shida a réussi à se sortir de ce tombé-là. Elle a réussi à porter un deuxième Tamashi, duquel Mizunami s'est sorti. Je me suis dit, mais elle vient de bouffer 2 prises de finition, là, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que là, je vois pas ce qu'elle peut faire de plus. Et Hikaru Shida a porté un corkscrew knee strike, donc tourner sur toi-même, coup de genou dans la gueule, pour conserver son titre. Le public avait pas l'air vraiment dedans. Je pense que c'était peut-être lié au fait que, du coup, vu qu'Hikaru Shida était en mode poulpe, on va dire ça comme ça, ça donnait l'impression d'être un peu brouillon, d'être un peu sloppy encore. Mais je crois que ça m'a fait apprécier le match plus, moi. Je me suis dit, ça fait moins carré, ça fait moins on est dans une chorégraphie, ça fait plus on est dans un match, le but c'est que je te batte, et même si j'ai plus rien. Enfin voilà, ça faisait moins... C'est un peu ce qui a élevé le match John Cena contre CM Punk à SummerSlam 2011. Non, Money in the Bank, pardon. Money in the Bank 2011. C'était pas parfait, mais le côté brut, ça faisait vraiment je vais te battre. Ça rajoute de l'authenticité, si vous voulez, au combat. J'ai mis un A à ce match-là. Et j'en reviens pas. Je pensais vraiment que j'allais j'allais finir avec un B- et devoir encore me justifier. Mais non, le match était vraiment, vraiment très bon.
Et j'ai écrit, après le match, Nyla Rose attaque et après le match, je suis redevenu triste. Nyla Rose attaque Hikaru Shida, puis Ryo Mizunami. Hikaru Shida aide Mizunami. Britt Baker arrive avec Maki Ito et avec Reba, évidemment. Et Thunder Rosa arrive pour faire peur à Nyla Rose, Britt Baker, Maki Ito et Reba qui quittent tout le ring. Thunder Rosa, elle a fait peur aux 4. Ça n'a aucun sens, c'est complètement débile. Bienvenue dans la division féminine de AEW. Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Il y avait Jade Cargill dans le public. J'ai pas envie d'en parler. Bref. Ensuite, pardon, excusez-moi. Ensuite, on a eu le match Kip Sabian et Miro contre Chuck Taylor et Orange Cassidy. Kip Sabian et Miro ont agressé Chuck Taylor et Orange Cassidy avant le match en coulisses alors qu'ils se faisaient interviewer. Notamment, Miro a lancé Chuck à travers une vitre. Chuck est arrivé avec le bras en sang. Bon, c'est une façon de commencer un match. Et avant le match, Miro a pris un micro, a dit à Chuck, tu peux faire en sorte que ça s'arrête. Tout ce que tu as à dire, c'est que tu es désolé, c'est que tu me demandes pardon, c'est que tu t'arrêtes de traîner avec Orange Cassidy. Bref, tu te plies à ce que je te demande et ça s'arrête là. Il donne le micro à Chuck Taylor. Je fais ce mouvement là parce que il tenait Chuck Taylor comme ça. Il donne le micro à Chuck Taylor. Chuck Taylor prend le micro, regarde l'arbitre et il dit allez-y, sonnez la cloche pour commencer le match. Un peu badass les deux. Ça c'était très très chouette. Orange Cassidy met un moment à arriver dans le match parce qu'il était encore KO du passage à tabac en coulisses. Et alors ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que tout le match du début à la fin a été fait pour construire Miro et c'était ce qu'il fallait faire. C'était rétablir Miro comme c'est pas un personnage blague et il est pas à sa place dans cette espèce de mid-card mou là, cette espèce de il est pas à sa place avec Kip Sabian quoi si vous voulez. Pendant le match, Orange Cassidy allait, je crois que c'est Orange Cassidy, hein. Ouais, Orange Cassidy allait faire un Orange Punch sur Miro, mais Penelope Ford, non sur Kip Sabian, non sur Miro. Sur Miro, Penelope Ford monte sur les abords du ring. Du coup, Orange Cassidy s'arrête dans son mouvement, il peut pas rebondir sur les cordes s'il y a Penelope Ford en face. Miro pousse Orange Cassidy sur Penelope Ford, il l'a très bien vu, il en a rien à foutre. C'est-à-dire que Miro est censé être l'ami de Kip Sabian et de Penelope Ford, c'était le témoin à leur mariage, il en a rien à battre. Il pousse Orange Cassidy sur Penelope Ford qui se casse la gueule à l'extérieur du ring, et ensuite il continue de casser la gueule à Orange Cassidy. L'arbitre fait remarquer que c'était pas à son tour à Miro d'être dans le ring et qu'il avait passé le tag et que du coup c'était à Kip Sabian. Miro sort du ring, va chercher Kip Sabian qui est en train de voir si sa femme va bien. Il le prend et lui dit non, mais faut que tu y ailles, c'est le match, faut que tu y ailles maintenant. Kip Sabian y va, mais il passe le tag extrêmement vite à Miro qui finit par remporter le match en faisant son accolade sur Chuck Taylor. Après le match, Miro va célébrer la victoire avec Kip Sabian, mais globalement Kip Sabian il n'a pas la tête à célébrer la victoire, c'est sa femme qui vient de se prendre un sale coup. Mais Miro est totalement remarque pas ça quoi. Ou s'il le remarque, il s'en fout. Et Kip Sabian ose pas lui faire de remarques. Et tu dis ok. Non seulement Miro commence à s'éloigner de Kip Sabian, ou Kip Sabian commence à s'éloigner de Miro, mais surtout Kip Sabian commence à avoir peur de Miro. Et j'ai mis B+ à ce match-là parce qu'on a la construction de Miro telle qu'il aurait dû être construit depuis le début. C'est-à-dire, il est dangereux ce mec-là. Non seulement il est dangereux, mais en plus, il peut écraser ton mid-card sans le moindre problème. Donc j'ai bien aimé ce match-là parce que tout a été construit. Globalement, c'était le match de Miro. Il y a eu que lui. Et que le match a servi à établir Miro. Il a écrasé Chuck, il a écrasé Orange Cassidy et il a même écrasé Kip Sabian. Il a écrasé tout le monde.
Donc moi j'ai trouvé ça très, très efficace. Ensuite, on voit, j'ai un message sur Discord, désolé de te MP, mais la cam a encore bugué. Très bien. Marvez intervient ensuite pour interviewer Jericho et MJF avec Santana et Ortiz derrière. Donc Santana et Ortiz qui viennent de perdre la Casino Tag Team Royale, et Jericho et MJF qui ont perdu le match d'ouverture contre les Young Bucks. Jericho dit qu'ils sont une armée, qu'ils peuvent changer leur plan de bataille au milieu de la guerre, et qu'il y aura un conseil de guerre de l'Inner Circle à Dynamite qu'on va récapituler ensemble ce jeudi. Et MJF confirme qu'il est grand temps qu'il y ait un changement à l'Inner Circle. MJF va tellement kicker Jericho de l'Inner Circle. Je sens que ça va finir comme ça. J'espère que ça va finir comme ça. Ensuite, on a eu le match Matt Hardy contre Hangman Page. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans ce match parce que Matt Hardy est pas au niveau. Hein. C'est triste, mais Matt Hardy, il a exactement le même problème que Jeff Hardy, c'est-à-dire qu'ils ont tous les deux commencé leur carrière en faisant des trucs de barge, à sauter des échelles, machin truc, et aujourd'hui, tu sens que ça leur fait mal de marcher, quoi. Tu sens qu'ils sont... Enfin, Matt Hardy, moi quand je vois Matt Hardy sur le ring, j'ai un peu de peine. Je me dis, j'ai beaucoup de mal à rentrer dans ces matchs. Beaucoup de mal. Je trouve qu'il fait très, il fait très automatique, quoi. Il fait très, ça bouge difficilement, quoi. Il bouge difficilement. Du coup, ces attaques, c'était de s'en prendre à la main de Page. Je comprends pas pourquoi les commentateurs arrêtaient pas de dire c'est la main avec laquelle il fait le buckshot lariat. Non, le buckshot lariat, c'est un coup de la corde à linge. Il le fait avec cette partie-là de son corps. Si tu lui fais mal à la main, bah il va faire le coup comme ça, hein, tant pis. Donc pour moi, c'était pas très efficace. Il mordait la main de Hangman Page, Matt Hardy. Pas rentré dans le match très très fort. J'ai fini par lui mettre un B+, mais B-, pardon, mais uniquement pour la fin, parce que la fin m'a fait sourire, m'a fait me sentir bien, et voilà, j'aime bien me sentir bien à la fin d'un match. Donc globalement, Private Party, donc qui sont achetés par Matt Hardy, ont essayé de distraire l'arbitre quand Hangman Page portait le Dead Eye sur Matt Hardy. Du coup, Hangman Page a enchaîné avec le tombé, mais ça n'a pas. L'arbitre était distrait par Private Party, donc il n'a pas vu, donc il n'a pas compté le tombé. Ensuite, Matt Hardy a réussi à contrer un Buckshot Lariat avec un side effect, puis avec un Twist of Fate. Mais j'arrive pas à envisager que Matt Hardy puisse gagner un match contre Hangman Page. Donc pour moi, il faudrait qu'il triche beaucoup plus pour gagner un match contre Hangman Page. Et évidemment, tout le Dark Order est arrivé. Tous les membres du Dark Order, à part Anna Jay qui est toujours blessée, mais sinon, tout le Dark Order est arrivé. Ils se sont occupés de Private Party en dehors du ring. Matt Hardy, Hangman Page était debout sur les abords du ring. Matt Hardy l'a poussé. Le Dark Order l'a rattrapé et l'a remis sur les abords du ring. Et Hangman Page en a profité pour faire son Buckshot Lariat pour remporter le match. J'étais sur le point de mettre un C+, parce que je me suis dit, allez, c'est mignon. C'est pas grand chose, mais c'est mignon. Et après le match, le Dark Order applaudit Page, mais à une distance respectueuse, c'est-à-dire qu'il respecte son envie de ne pas faire partie du Dark Order. Il reste à distance de lui. Il l'applaudit, il dit, d'accord, tu fais pas partie du groupe, mais on est là, on te soutient. On est à distance, mais on est là. Et c'est Hangman Page qui ouvre ses bras pour leur proposer de faire un câlin collectif. C'est vraiment trop cool. J'adore cette histoire. J'adore Hangman Page. J'adore Hangman Page, j'adore le Dark Order. Enfin, j'aime beaucoup cette storyline. Donc, j'ai mis un... Voilà, c'est pour ça que j'ai mis un B- à ce match-là. C'est parce que le match en soi, c'était pas grand-chose, mais... The feels. Voilà. À la fin, tu te sens bien. Et finalement, c'est... Finalement. Est-ce que c'est pas ce qui compte? Ensuite... Alors... Le Face of the Revolution Ladder Match. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y a une expression en anglais qui est attraper le brass ring, donc littéralement l'anneau de cuivre, et ils ont littéralement foutu un brass ring au-dessus du ring. Attraper le brass ring, c'est saisir l'opportunité, quoi, si vous voulez. Le 6e participant de ce match-là, donc était un participant Misterbe.
Le 6e participant de ce match-là, qui était un participant mystère, c'est Ethan Page. Donc j'ai appris qu'il était 2 fois champion du monde à Impact. Et c'est absolument tout ce que j'ai appris de lui, parce que il n'a pas fait grand-chose pour se démarquer une fois sur le ring, si j'ose dire. C'est les lives où je parle de AEW, je suis mal à l'aise parce que on parlera de ça à la fin. Alors tout le problème que j'avais avec ce match-là, c'est qu'il y avait une telle différence de niveau dans la carte, de niveau de personnage, que c'était très difficile d'être dans le match. C'est-à-dire qu'il y a Cody Rhodes, qui est main event, haut du panier, sans aucun problème. Lance Archer, pas loin du haut du panier. Penta El Zero Miedo, pas loin du haut du panier aussi. Max Caster, la moitié d'une équipe qui est même pas au milieu du panier. D'une équipe qui est pas au milieu du panier. Scorpio Sky, qu'on n'a pas revu depuis des mois. Ikacha Dark, je m'en fous. On l'a pas vu depuis des mois. Et Ethan Page qui est là. Du coup, j'ai eu énormément de mal à être dans le match. C'est-à-dire que je savais pas pour qui être. À un moment donné dans le match, Cody il avait des bandages au niveau de l'épaule parce qu'il continue de vendre le match qu'il a eu contre Shaquille O'Neal à Dynamite cette semaine. Et pendant le match, les médecins l'ont escorté et c'était tellement maladroit parce que ils l'ont escorté très très lentement. Et pendant que le match continuait d'avoir lieu, tu voyais Cody, ah non mais quand même, j'aimerais y retourner. Et t'as tout le monde autour, non tu ne peux pas y retourner. Oui mais tout de même, c'est un match pour une opportunité au titre TNT, je veux y retourner. Non tu ne peux pas y retourner Cody. Alors quand il a fini par revenir, j'étais là, quel courage ce Cody, quel courage. C'était maladroit, on va dire ça comme ça. J'ai pris des notes, mais globalement, c'était le match de Lance Archer. Il n'y a que lui dont je peux vous dire, il a fait ça, c'était cool. Notamment, à un moment donné, Lance Archer, donc quand Cody avait accompli son acte de bravoure incommensurable, Lance Archer lui a fait un superplex du haut d'une échelle. Ça, c'est un peu impressionnant. Lance Archer a aussi poussé Scorpio Sky du coin du ring à l'extérieur à travers une échelle. Et Penta a fait, ça c'était cool, Penta a fait un destroyer sur je sais plus qui, Max Caster peut-être, à l'extérieur du ring, sur une échelle qui était en équilibre entre la barricade et le ring. Ça c'était cool aussi. J'ai noté Cody met un crossroads à Ethan Page. C'était peut-être important. Ça va mon gros chat? Lance Archer a éliminé Max Caster avec un blackout sur une échelle. Déjà le blackout, je sens que c'est une prise qui fait forcément mal, que tu peux pas prendre sans qu'elle fasse vraiment mal. Mais alors sur une échelle, ça a dû être très désagréable. À la fin, il y a eu un passage un peu cool où Ethan Page a fait un Razor's Edge sur Archer. Jake Roberts est intervenu dans le match, donc le manager ancien catcheur de Lance Archer. Il est arrivé sur le ring et il a fait sa prise de finition à l'époque, le short hand clothesline, enfin une de ses prises de finition, le short hand clothesline sur Ethan Page. Et Penta El Zero Miedo lui a mis un super kick dans la gueule. C'était rigolo. Et à la fin, Scorpio Sky a gagné. Je vous renvoie à mon recap du dernier épisode de Dynamite pour savoir ce que je pense de Scorpio Sky, mais globalement c'était le mec qui n'a pas eu besoin de se qualifier pour le match et qui disait bien sûr je vais gagner, je suis tellement meilleur, sans aucune chance contre moi. C'est un face. Je suis censé me dire ce mec est trop cool. Non, ce mec est une enflure. Je me dis ce mec est un connard et
J'imagine qu'il est juste dans le match pour gonfler les chiffres. Non, il était dans le match pour gagner le match. Et il va affronter Darby Allin, enfin ce qui reste de Darby Allin, à Dynamite cette semaine. Ensuite, alors... c'est Christian Cage. Donc Christian à la WWE, Christian Cage à TNA et donc à AEW. C'est lui qui a signé avec AEW. Pardon, j'ai mis C+, au match d'avant, le match à l'échelle, parce que... Et ça, j'ai mis un C. Et la raison pour laquelle j'ai mis un C, c'est parce que s'il me l'avait pas hypé, s'il m'avait pas annoncé à Dynamite cette semaine, si Paul White n'avait pas annoncé cette semaine, il va y avoir une signature ce week-end, et je vous préviens, c'est une signature du feu de Dieu. J'aurais eu aucune hype en y allant, quoi. Et là, je vois Christian, et là, j'aurais vu Christian arriver à AEW, je me suis dit, wow, ok. Il y aurait vraiment eu un effet Big Show quitte la WWE, waouh, quelle surprise. Christian quitte la WWE, waouh, mais tout le monde se barre d'un coup. Que là, le fait qu'il l'ait annoncé à Dynamite, le fait qu'ils aient annoncé une grosse signature à Dynamite, ça a permis à tout le monde de fantasmer sur tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que quand tu places les attentes du public à un catcheur digne du Hall of Fame, ça fait que les attentes basses vont déjà être énormes. C'est-à-dire que Christian faisait partie de mes attentes basses. C'est-à-dire que Christian fait partie de... Oui, effectivement, digne du Hall of Fame, oui. Tout à fait. Si ça avait été pour que je sois surpris et pour que je me fasse... Oh la vache! Il fallait que ce soit Brock Lesnar, il fallait que ce soit John... Il fallait que ce soit des trucs que j'osais pas imaginer parce que c'était pas possible. Genre Brock Lesnar, genre John Cena, genre Shane McMahon, enfin voilà, un truc... Voilà, carrière d'une Hall of Fame, Shane McMahon... voilà, il fallait que ce soit quelque chose que j'ai pas vu venir une seconde. Que là, Christian, non seulement... voilà, il remplit les critères, quoi. Il remplit les critères de l'annonce. Mais en plus, la WWE a fait un retour de Christian cette année dans le Rumble qui était 12 000 fois meilleur que ça. C'est-à-dire qu'ils l'ont pas hypé en avance. Ils ont pas dit le Rumble, il va y avoir une superstar digne du Hall of Fame qui va venir. Non, ils ont rien dit. Ils ont rien dit. Ils ont juste lancé la musique de Christian. Et quand Christian est arrivé sur le ring, il a apporté quelques prises et il a fait un câlin à Edge. Super beau, super émouvant, super puissant. Et c'était il y a 2 mois. Donc là, je me dis oui, Christian, en fait, je suis plus déçu qu'autre chose. Je suis plus déçu que Christian va pas rester avec Edge à la WWE. Je suis déçu en tant que fan, maintenant, en tant que personne, je suis content pour lui. C'est un choix de carrière il fait ce qu'il veut. S'il est bien là-bas, tant mieux pour lui. Mais voilà, en tant que je suis un peu déçu. Je suis pas trop déçu. Ça rentre dans le. Enfin voilà, je suis. C'est quoi. Voilà. Ensuite, on a eu le match qui va diviser les gens. Team Taz, donc la Team Taz c'est Brian Cage et Ricky Starks entre autres, contre Sting et Darby Allin. Alors cette semaine on m'a demandé si je pensais que ça allait être un match cinématique. J'ai répondu que ça m'étonnerait. C'était un match cinématique. J'avais tort, ça arrive souvent. La Team Taz arrive et alors le match est présenté comme ayant lieu dans un endroit non révélé, on va dire ça comme ça. C'est un genre de hangar dans lequel il y a un ring. Taz et Brian Cage et Ricky Starks arrivent en voiture de sport et l'endroit est vraiment présenté comme la planque, quoi, si vous voulez, le squat, on va dire ça comme ça, de Sting et Darby Allin. Première erreur, Sting et Darby Allin sont présentés comme ayant le contrôle sur l'emplacement. Ça marche moyen avec... Du coup, je suis plus pour la Team Taz. Je suis plus pour Brian Cage et Ricky Starks. Je me dis, ok, c'est eux qui doivent s'en sortir, quoi.
C'est eux qui doivent réussir à trouver leur marque dans un terrain qu'ils connaissent pas. Bon, petite erreur seulement. L'entrée de Sting et Darby Allin, j'ai adoré. De A à Z, c'était génial. C'est-à-dire que c'était une version longue des films d'art et d'essai que Darby Allin présente toutes les semaines à Dynamite. Globalement, il y a une espèce d'armée de voyous qui arrivent avec des masques de Sting, avec des capuches. Je dis armée, j'exagère, ils étaient une grosse vingtaine. Mais enfin voilà, ils sont sur le coup, ça fait impressionnant, quoi. Ça fait un peu secte, qui arrivent avec des masques de Sting, qui se mettent autour du ring, qui commencent à taper sur le ring. Sting et Darby Allin avaient leur maquillage, ils avaient mélangé leur maquillage, c'est-à-dire qu'ils avaient tous les deux une face Darby Allin, une face Sting. C'était vraiment cool. Sting est arrivé en voiture et Darby Allin faisait du skate derrière lui en se tenant à la voiture, ce qui était encore cool. Bref, toute l'entrée, j'ai vraiment trouvé ça vraiment très cool. Et là, deuxième problème, le match a commencé, il y avait de la musique d'ambiance pendant le match. Et ça, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé que la musique essaye de nous dire ce que le catch nous aurait dit de toute façon. C'est-à-dire, quand la musique fait oh non, mon Dieu, les babyface vont perdre. Ils vont peut-être perdre, on sait pas. Laisse-moi... ça colle pas, quoi. Ça colle pas. Mais en fait, je me suis rendu compte, au bout d'un moment, troisième erreur, c'était pas tant la musique, le problème. Le problème, c'était qu'ils n'ont pas pris de décision entre c'est du live, c'est du montage. C'est-à-dire que soit tu fais tout l'un, soit tu fais tout l'autre. C'est-à-dire que j'avais aucun problème avec le Boneyard match à WrestleMania parce que c'était du montage. On a tourné un film et dans ce film il y a un match. Voilà, ok, très bien. Là, donc la musique, ça rentre dans cette esthétique-là. Le fait que la caméra bouge très peu ou que la caméra bouge de façon très fluide avec vous voyez des traves vraiment très doux, très pro, ça faisait montage. Les commentaires faisaient live. Et du coup, c'était ça mon problème. Et c'est là que je voulais en venir, troisième erreur, c'est les commentaires. Le vrai problème, c'était les commentaires. C'est-à-dire que les commentaires présentaient vraiment le match comme si ça avait lieu devant nos yeux. Alors qu'il y avait des cuts qui faisaient très... là, on a mis une rustine parce que le truc n'était pas parfait. Enfin, ça sentait le montage, quoi. Tu disais, je ne suis pas en train de regarder quelque chose qui est en train de se dérouler sous mes yeux, c'est une certitude. Et les commentateurs commentaient comme si c'était en train d'arriver. Et ça m'a posé problème. Ça m'a posé problème. Par contre, le contenu du truc, le contenu du match, globalement, c'était très fun. Globalement, c'était très fun. Il y a eu plusieurs erreurs. Mais tu voyez, à chaque fois, c'est ça. À chaque fois, c'était j'aime bien, mais. Notamment au moment où. Alors, le ring, il y avait un mur à moins d'un mètre du ring de ce côté-là. Brian Cage jette Darby Allin vers le mur. Darby Allin rebondit sur le mur pour revenir dans le ring. C'était extrêmement cool. Donc, le match, globalement, racontait Darby Allin contre Brian Cage et Sting contre Ricky Starks. C'est Ricky Starks qui a un problème avec Sting. C'est Starks ou c'est Stark? Non, c'est Starks. Il y a eu un moment où Brian Cage a monté des escaliers avec Darby Allin en position de suplex. C'est-à-dire que là, tel que vous me voyez, je porte Darby Allin à la verticale, la tête en bas. Il a monté les escaliers comme ça. Bon, sans surprise, Brian Cage est quelqu'un de très costaud. Darby Allin a fait un coffin drop. Donc le coffin drop, c'est une prise de finition qui consiste à se jeter sans regarder le dos en arrière en faisant les mains comme ça, en mettant les mains comme ça. Il a porté un coffin drop sur Ricky Starks à partir d'un poteau. Il a grimpé un poteau, puis il s'est jeté en arrière comme ça. Et les deux autres membres de la Team Taz sont intervenus. Et évidemment, notamment Powerhouse Hobbs et Hook, le fils de Taz, qui est le manager de cette faction-là. Et j'ai adoré parce que Powerhouse Hobbs, il est arrivé avec une cagoule orange. Est-ce qu'il y avait un mystère? Est-ce qu'on était censé se dire qui est cet énorme monsieur extrêmement musculeux, noir, et qui vient aider la Team Taz? Est-ce que ce serait pas le membre extrêmement musculeux noir de la Team Taz? C'est possible, mais tout est possible. Tout est possible. C'est peut-être Christian. Ça m'a fait sourire.
Donc Hobbs et Cage ont lancé Darby à travers une fenêtre qui était posée en équilibre contre un mur. Il y a eu un moment un petit peu... qui a moins marché que ce que je pense que... Je vois ce qu'ils ont essayé de faire, ça n'a pas très bien marché. Au début du match, vers le début du match, Ricky Starks a dit à Sting, t'as besoin de ta batte, parce que Sting arrive avec une batte de baseball sur le ring, t'as besoin de ta batte, sans ta batte t'es rien, tu peux pas te battre contre moi si t'as pas ta batte. Sting a pris sa batte et il l'a jetée à l'étage, beaucoup plus tard dans le match, quand Sting était sur le point de se faire agresser par Powerhouse Hobbs, Hook, Starks et Cage, Darby Allin s'est relevé des décombres de la vitre à travers laquelle il était passé pour jeter la batte à Sting à l'étage en dessous, et Sting a commencé à défoncer tout le monde avec sa batte, et il a posé Brian Cage sur une surface qui était en équilibre sur un truc qui donnait l'impression de mener à l'étage encore en dessous, et du coup Darby Allin a sauté à travers ce truc-là, donc sur Brian Cage. Donc il a fait un coffin drop ou une descente du coude de 2 étages. C'était un petit peu impressionnant. C'était un petit peu impressionnant. Mais alors après, Sting et Ricky Starks sont retournés sur le ring. Et quand Starks a essayé de faire le tomber pour la première fois et que l'arbitre a compté 1-2, ça m'a fait rire parce que ils essaient de s'entretuer depuis tout à l'heure. Par exemple, l'arbitre pourrait aller voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est sur l'autre à l'étage du bas. Parce que peut-être que Darby Allin, il est mort sur le cadavre de Brian Cage et du coup, ça compte comme un tombé. Donc voilà. Et Sting a gagné avec un Scorpion Death Drop. Alors, c'était fun. C'était fun. Mais il y avait beaucoup d'éléments qui n'allaient pas. C'est pour ça que j'ai fini par lui mettre un B-. Et il me semble que c'est pas exagéré. Je suis content parce qu'en parlant un peu du reste du PPV, la colère a fini par retomber. Je voulais mettre un S à ce match-là, mais vraiment, je le ressentais comme ça, complètement. Je vous explique. Donc c'était un Exploding Barbed Wire Deathmatch. Ils nous ont vendu le truc comme trois côtés du ring sont entourés de barbelés. Il y a 2 tables avec du barbelé collé dessus dans les coins du ring opposés à la caméra. Et 3 surfaces explosives à l'extérieur du ring avec du barbelé dessus aussi. Bref, voilà, ils nous ont vraiment bien vendu. Et en plus, en arrivant sur le ring au début du match, ils ont vraiment joué le jeu Globalement, si tu touches les cordes qui sont recouvertes de barbelés, il y a une explosion qui a lieu. Les cordes explosent. Enfin, les cordes explosent. Il y a une explosion qui a lieu au niveau des cordes. Et ils ont vraiment vendu la tension du truc comme surtout ne touche pas les cordes. Parce que l'explosion peut sérieusement te blesser, quoi. Et toute la tension, toute cette tension-là, elle était palpable. J'ai rarement été autant accroché à un match, accroché au moindre mouvement des catcheurs. C'est-à-dire que quand ils se rapprochaient des cordes, je disais non. Et tout fonctionnait extrêmement bien. Le match fonctionnait extrêmement bien. Ils s'en sont mis plein la gueule. Ils avaient des armes, ils avaient évidemment la batte de baseball entourée de barbelés, une chaise entourée de barbelés. À un moment donné, Kenny Omega a fait un figure four, une clé de jambe sur Jon Moxley. Jon Moxley s'en est sorti en frottant la chaise entourée de barbelés sur la jambe de Kenny Omega, en râpant sa jambe avec le barbelé. Évidemment, Jon Moxley s'est ouvert la tronche en se prenant un coup de poubelle dans la gueule. À un moment donné, c'était extrêmement tendu. Ils étaient tous les deux sur les abords du ring. Et du coup, les deux pouvaient tomber sur la surface explosive à l'extérieur du ring. Et quand ça a fini par arriver, parce qu'il fallait bien que ça arrive, Jon Moxley a porté sa prise de finition, a porté un paradigm shift sur Kenny Omega à l'extérieur du ring, sur la surface explosive avec le barbelé dessus. À plusieurs moments, il y avait des explosions dans les cordes. À un moment donné, c'est Kenny Omega qui a chargé Jon Moxley. Et du coup, Jon Moxley, son dos a pris l'explosion, mais Kenny Omega, c'est son visage qui a pris l'explosion. Et du coup, il était à moitié aveuglé par les explosions qui venaient d'avoir lieu sur les cordes. Donc ça, c'était un peu cool.
Mais surtout, tu avais cette dimension de Jon Moxley aborde le match comme il aborde une addiction, quoi. C'est-à-dire qu'il savait qu'il devait pas y aller. Il savait que Kenny Omega avait participé à l'élaboration des plans du truc. Kenny Omega allait avoir l'aide des Good Brothers. Il était sûr de perdre, mais il pouvait pas s'en empêcher. D'ailleurs, il a pris un shot de... Il avait une flasque sur lui, il a pris un shot de whisky avant le début du match. J'ai trouvé... Voilà, ce genre de détail, quoi. Ce genre de détail qui dit que c'est pas que Moxley a peur, c'est que Enfin si, c'est exactement ça. Mais juste, il va pas le dire, il va pas le reconnaître. Il va juste dire, ok, j'ai peur, ok, j'affronte ma peur. Alors que Kenny Omega, il venait pas comme quelqu'un qui avait peur, il venait comme quelqu'un qui allait tuer quelqu'un d'autre. Il venait avec le visage de quelqu'un qui veut se débarrasser d'un nuisible, quoi. Ça a très bien fonctionné. L'histoire qu'il racontait était parfaite. Jon Moxley, il était complètement dans son élément. C'est vraiment le genre de truc qu'il adore. Il y a eu plusieurs spots vraiment sympas. J'essaie de voir si j'en oublie. Ah oui, alors ça c'était brillant aussi. À 10 minutes de l'explosion finale, parce que en nous présentant les règles, ils nous ont dit au bout d'une demi-heure, tous les explosifs sur et autour du ring explosent. Au bout d'une demi-heure, tout explose. Et du coup, moi je me suis dit, enfin moi et Camille, parce que Camille a regardé le match avec moi, moi et Camille on s'est dit, s'ils disent ça, c'est que ça va finir par exploser. Ils peuvent pas te vendre un truc pareil sans que ça soit ça à la fin du match. Ça aurait aucun sens, quoi. Ça aurait aucun sens qu'ils disent au bout d'une demi-heure tout explose, sauf si ça finit avant, auquel cas bon bah ça explose pas. Et à 10 minutes de l'explosion finale, il commence à y avoir un dong toutes les secondes, c'est-à-dire un truc qui fait toum, toum, toum. Ça a construit la tension pendant les 10 dernières minutes, c'est-à-dire que c'était toujours là, quoi. La présence était toujours là, c'était vraiment la mise en scène de ce passage-là était brillante. J'en fais un petit peu beaucoup, mais c'est pour que vous ressentiez vraiment la hype que j'avais. J'étais dedans, quoi. J'étais dans le match. Je pensais pas que Kenny Omega Jon Moxley va perdre, c'est sûr. J'étais en mode qu'est-ce qui va leur arriver, quoi. Qu'est-ce qui va leur arriver? Kenny Omega a réussi à placer un One Winged Angel sur Jon Moxley. J'ai été surpris qu'il arrive aussitôt dans le match parce que personne ne s'est jamais sorti du One Winged Angel. Et Moxley s'en est sorti en étirant son pied sur les cordes. Du coup, ça a fait exploser les cordes. Mais alors, si vous l'avez pas, c'est un clin d'œil au parce que alors, quand on dit que personne ne s'est jamais sorti du One Winged Angel, techniquement, c'est faux. Un catcheur a DDT au début de la carrière de Kenny Omega, enfin vers les débuts de la carrière de Kenny Omega, s'en est sorti. C'est vraiment le point de détail, genre l'astérisque. Mais un catcheur comment dirais-je, un catcheur a subi un One Winged Angel et c'était pas la fin du match. C'est Kazuchika Okada à Wrestle Kingdom. Et la façon dont il a fait, c'est qu'il s'est pris le One Winged Angel et il a juste étendu sa jambe pour atteindre la corde. Et quand un catcheur est en partie dans les cordes, le tombé ne compte pas. Et je pense que c'était un clin d'œil à ça. Quand Jon Moxley a étendu son pied vers le barbelé explosif, évidemment tout a explosé, mais il s'est sorti du One Winged Angel. C'était vraiment excellent. Ça a rajouté une dose d'excellence sur le match. Et c'est à ce moment-là que, évidemment, les Good Brothers, donc les potes de Kenny Omega, sont arrivés avec ce que Camille a décrit comme une plus grosse batte avec plus de barbelés, parce que Jon Moxley, son arme de prédilection, c'est une batte de baseball avec du barbelé autour. Et effectivement, Kenny Omega, du coup, il avait une batte avec encore plus de barbelés. Il a mis un coup à Jon Moxley. La batte a explosé. Ils avaient foutu un dispositif explosif sur la batte. Je suis putain de bordel. Ok, j'ai pas vu venir ça. Bon, ok, c'est extrêmement cool. Extrêmement cool. Donc, il met un coup de sa Exploding Barbed Wire Death Bat dans la gueule de Moxley. Moxley s'en sort. Moxley voilà, s'en sort au compte de 2. Et Kenny Omega finit par porter un deuxième One Winged Angel sur Jon Moxley sur une chaise.
à travers une chaise si vous voulez. Et évidemment, Jon Moxley ne s'en sort pas et Kenny Omega remporte le match. J'étais solidement installé dans mon S. Mais vraiment, j'étais en mode, je me rappellerai de ce match toute ma vie. Peut-être que j'hésitais encore un tout petit peu entre A+ et S, mais voilà, je me disais, ça peut valoir le coup. Ça peut, enfin, voilà, j'y réfléchissais encore un peu. Évidemment, les Good Brothers ont continué d'attaquer Moxley après le match. Je me suis dit, on va avoir l'explosion finale. Parce que, évidemment, je me suis dit, c'est quand même un peu dommage qu'ils présentent une explosion finale. On n'a pas l'explosion finale. C'est un peu décevant. C'est pour ça que j'hésitais entre A+ et S. Et quand ils ont commencé à s'en prendre à Jon Moxley, je me suis dit, ok, on va avoir l'explosion finale. On va avoir Jon Moxley qui met fin à sa carrière à AEW dans une explosion. Trop cool. Trop cool. Comment il va s'en sortir? Bref. Jon Moxley se fait agresser par les Good Brothers et par Kenny Omega après le match. Les Good Brothers menottent Jon Moxley dans le ring. Kenny Omega va chercher la batte de baseball avec du barbelé et il frotte la tête de Moxley avec. Il râpe la tête de Moxley avec le barbelé. Ou avec sa batte à lui, je sais plus. Et pendant tout ce temps-là, il y a le manager de Kenny Omega, Don Callis, qui dit Don Austin Seward, qui dit en commentaire, parce qu'il est resté au commentaire pendant tout le match, il dit au commentaire, c'est la fin que Jon Moxley voulait, et ben on va la lui donner. Il voulait terminer sa carrière sur un match, sur un deathmatch explosif. On va le faire partir sur un deathmatch explosif. Et à 1 minute de l'explosion, on voit une alarme qui retentit. Enfin, une alarme. On voit un décompte sur l'écran géant. À 1 minute, Don Callis dit au reste des commentateurs, je pense que vous devriez peut-être vous écarter un peu. Enfin, non, même pas. Il dit, moi je vais m'écarter un peu. Non, vous êtes bien, vous bougez pas, je pense que vous êtes safe, mais moi je vais quand même reculer un peu par sécurité. Jon Moxley est toujours sur le ring. Kenny Omega et les Good Brothers commencent à sortir du ring. Il reste 30 secondes. Et je me dis, comment il va s'en sortir? Il va pas exploser. C'est pas possible, il va pas exploser. Mais vraiment, au bord de mon siège, comme on dit en anglais, c'est-à-dire, j'étais accroché au minuteur. Je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? À 15 secondes de la fin, Eddie Kingston arrive. C'est là que je me suis dit, j'hésite plus, c'est un S. C'est brillant, bravo. Comment j'ai fait pour pas voir venir? Eddie Kingston, c'est le meilleur ennemi, quoi. C'est le meilleur ami qui est devenu un ennemi de Jon Moxley. Ils ont une rivalité de sang depuis des mois tous les deux. C'est-à-dire que Eddie Kingston comptait Jon Moxley parmi ses amis les plus intimes et il lui en veut énormément d'avoir été à la WWE. Il lui en veut d'avoir tourné le dos à la rue. Enfin voilà, et vraiment, il est très en colère contre lui, il est furieux contre lui. Il a essayé de le battre plusieurs fois, il le déteste. Mais là, voir son ami à 15 secondes de se faire exploser, il est prêt à y aller pour essayer de l'en sortir. Je me suis dit, c'est lui, il va le sauver. Et je vois le minuteur qui continue de tourner. Et je vois Jon Moxley et Eddie Kingston toujours sur le ring. Je me dis, bordel de merde, ils vont exploser tous les deux. Ils vont exploser tous les deux. Et là. Et là, il y a le truc dont tout le monde se rappellera dans ce show. C'est dommage, mais c'est le cas. C'est évident que ça sera le cas. Le truc qui a tout ruiné. Les avis diffèrent sur ce qui s'est passé. Le minuteur arrive à 0. Il y a des étincelles qui... Attends, bougez pas, j'ai l'image. Il y a des étincelles qui jaillissent des coins. Et puis il y a... 4 petits feux d'artifice qui font paf à l'extérieur du ring. Genre bien à l'extérieur du ring. Quand il y a eu les paf, je me suis dit, c'est la mèche qui s'allume, tout va exploser. Et quand il y a eu les paf, je me suis dit, ok. On parlera de la note très bientôt. Et après ça, Moxley et Kingston ont vendu le truc comme s'ils venaient de mourir. J'étais furieux à la fin du show.
que j'aurais pu trouver ça drôle, mais j'étais tellement investi dans le match, j'étais tellement à fond que le AEW venait de me latter les couilles, quoi. Venait de me décevoir, mais à un point j'ai fini par mettre un A au match, parce que pour moi, le plus important, c'est l'histoire, et l'histoire a été brillamment racontée. Mais je peux pas mettre plus que ça, quoi. C'est-à-dire que si je me fie au ressenti, on n'est pas sur un A, on est sur du D, on est sur du E, on est sur de la merde. C'est ça qui reste du match. La dernière impression, c'est ça. Alors les avis divergent. Certains pensent que l'explosion qui devait avoir lieu n'a pas eu lieu, c'est-à-dire qu'ils avaient installé un dispositif explosif sous le ring qui a dysfonctionné. Après le show, en off, si vous voulez, Jon Moxley a pris le micro pour dire globalement ah, ce Kenny Omega, il est difficile à battre, mais alors, pour construire un ring explosif, c'est vraiment une merde. Ouais. On se contentera de ça, j'imagine. Et Tony Khan a adressé la question en jouant le jeu en disant heureusement que la bombe que Kenny Omega a mise sous le ring n'a pas explosé, parce que sinon, oh là là. Et Tony Khan a eu la très mauvaise idée de dire dans cette interview, c'était pas une interview, enfin, dans ce communiqué-là, il a la très mauvaise idée de dire, et en même temps, vous vous attendiez à quoi? Vous pensiez vraiment qu'on allait faire exploser 2 personnes? Non, connard! On regarde... Pardon. Je retire. Non, on regarde du catch, on s'attend à ce qu'il y ait du... On nous vend on nous vend une explosion, on se dit comment est-ce qu'ils vont faire une explosion, et là, vous nous surprenez. Vous faites l'explosion. On sait pas comment, mais ça, c'est votre métier. C'est votre métier de nous surprendre. C'est quand je vais voir un film avec Godzilla, par exemple. Merci beaucoup pour ton abonnement Milopolitan. Quand je vais voir un film avec Godzilla et que je vois oui, je suis Godzilla, oui, je vais tout casser, et que les gens me disent c'est cheap, je leur dis, et en même temps vous attendez à quoi? Vous attendez vraiment à voir un lézard géant? Réveillez-vous. Donc voilà, ça m'a bien suivi. Parce que tu vois, j'étais énervé alors qu'ils me disent vous vous attendez à quoi? Je dis je m'attendais à voir l'histoire que tu m'as racontée. Mon pote, énorme déception. Et je veux pas rentrer dans la théorie du complot, mais je me dis c'est quand même curieux que effectivement ils ont montré ils ont montré Kenny Omega en train de construire un ring. J'ai trouvé que Jon Moxley avait improvisé son excuse de ah là là, Kenny Omega a vraiment mal construit son ring super vite. Mais on m'a fait remarquer sur le Discord que si c'était ça l'explosion qu'ils avaient prévue, enfin s'ils avaient prévu que l'explosion soit pas aussi impressionnante que soit rien, quoi. La gender reveal party de Brandy Rhodes a eu des effets pyrotechniques plus impressionnants que cette explosion, bordel de merde. On m'a fait remarquer donc que si ça devait se passer comme ça, Eddie Kingston n'aurait pas dû vendre le truc comme s'il venait de mourir. Et j'ai dit ouais, c'est vrai, ça aussi. Donc la vérité est sans doute que ça s'est pas passé comme prévu. J'espère. Non, j'espère pas. De toute façon, que ça soit passé comme prévu ou pas comme prévu, ça a ruiné la fin du match. Enfin, le truc vraiment triste, c'est que ça a ruiné la fin du match, ça a ruiné le match, ça a ruiné le show. C'est-à-dire que si tu manges un super repas dans un super resto qui se termine par un super dessert, mais vraiment une super pâtisserie, et que sur la pâtisserie, il y a une petite merde de chat, eh ben tu reviendras pas au resto. Je l'ai vraiment vécu comme ça. Captain Métaphore. Ted's Jacket me dit
Salut Lynx, je te demande pas comment tu vas car il y a une limite de caractère. Comment ça va, c'était beaucoup plus court que ça. Smiley Pinocchio. J'ai trouvé que c'était un superbe PPV malgré sa fin vraiment très en deçà. Le match tag était fou. Match tag. Sting et Darby, oh, ouais. J'ai donné mon avis. Shida Ryo était vraiment très bon. Le buy-in était incroyable. Ramener Maki aux US, chacun son avis. Ramener Maki aux US semblait impossible, surtout quand elle a eu un match au Japon il y a 2 jours. Miro est un monstre, très bon match cinématique et je suis content pour Scorpio. Le main event en lui-même, excellent, mais l'après est un pétard mouillé. Je suis très content que tu aies apprécié ce PPV à ce point-là. Ça fait chaud au cœur. Ton plaisir est communicatif dans une certaine mesure. Peut-être Jacket toujours, mais salut, je te demande toujours pas comment tu vas. Mais ne me demande rien, on s'en fout de moi. Je pense qu'ils devraient... Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'ils devraient vraiment améliorer leur production à AEW. Entre les problèmes de son qui nuisent un peu aux entrées de Maki Ito et de Christian Cage, moi ça m'a pas choqué. J'ai vu plusieurs personnes se parler de ça, moi ça m'a pas choqué. Les cuts de caméra qui ruinent certaines actions, même si moins fréquents et vomitifs que chez la WWE. Je vous parlais cette semaine des fans de AEW qui peuvent pas s'empêcher de se branler dans leur caca, hein, ou de chier en se masturbant. C'est vraiment un truc très AEW. C'est, je ne peux pas apprécier AEW sans dire du mal de la WWE, et je ne peux pas dire du mal de AEW sans préciser, ah ouais, mais la WWE c'est pire, hein. Et quand même c'est pas terrible, mais c'est rien à côté de la merde là-bas. Ouais, j'avais dit que je parlerais de ça à la fin. Si un jour j'arrête pour l'instant c'est pas prévu, rassurez-vous, mais si un jour j'arrête un des shows, ça sera AEW parce que c'est très difficile de supporter cette espèce de complaisance des fans de AEW. C'est-à-dire que AEW peut avoir des défauts, c'est pas grave, ça arrive. AEW peut même ne pas être le meilleur programme du monde, c'est pas grave non plus. Et les défauts de la WWE ne retirent rien aux défauts de AEW, et les qualités de la WWE ne retirent rien aux qualités d'AEW. Ce sont deux fédérations très différentes qui proposent des contenus différents, avec leurs points forts, leurs points faibles. AEW a des points faibles, et c'est difficile. C'est vraiment difficile quand je sors une vidéo de me dire, pense à dire que c'est pas contre AEW, pense à dire que d'une façon générale t'aimes bien, pense à dire que c'est pas grave, pense à dire que c'est que ton avis. Parce que le point de vue par défaut à la WWE, c'est de la merde, le point de vue par défaut à AEW, c'est génial. Du coup, quand tu dis, par exemple, mettons, si jamais je dis la storyline avec Reginald, vraiment, je la trouve vraiment super, vous allez être surpris, mais vous allez pas me dire, dis donc, tu ferais bien de dire que c'est que ton opinion. Alors que si je dis de AEW, le match par équipe... ah, c'est vrai qu'il y a 2 matchs par équipe. Le match par équipe Miro et Kip Sabian contre Orange Cassidy et Chuck Taylor, je l'ai trouvé un peu à chier. Là, par contre, des dents. Donc voilà, et j'ai pas fini ton message, excuse-moi, je voulais faire une petite aparté. Les commentateurs lors du match cinématique, ou encore le fail des explosions du final, rattrapable dans le scénar, mais certes, réduisent la qualité d'un PPV qui était excellent. Tout est rattrapable dans le scénar de toute façon, mais... Bon, globalement, je suis un peu... Enfin, je suis d'accord avec toi sur certains points. Moi, les problèmes de son m'ont pas du tout marqué. Maki Ito chantait faux, mais je pense que j'ai cru que ça faisait partie du personnage. Enfin, ça m'a pas choqué, moi. Ça m'a pas gêné. J'étais juste content pour elle qu'elle arrive et qu'elle fasse son truc sur une scène. Elle avait l'air vraiment contente et moi ça m'a fait plaisir. Vraiment, j'ai juste retiré ça de ça. Irion42 me dit Hello Lynx, les EW ne se reposent-elles pas trop sur l'esprit communauté de ses fans pour se construire au risque d'être imperméable aux nouveaux followers lambda? Alors, ça aussi, quand je dis qu'on est trop complaisant avec... Enfin, que je dis que les fans de EW ont tendance à être trop complaisants, c'est quand t'arrives pas à suivre un truc, on te dit « Ouais, mais c'est parce que tu suis pas telle autre chose. » Je dis « Oui, effectivement, je suis pas telle autre chose. » Bah voilà, bah c'est ton problème alors. Et quand je dis « Excusez-moi, le ratio de victoire de Red Velvet
Quand vous dites qu'elle a eu 5 victoires d'affilée, c'est un peu de la pisse parce que elle a eu des victoires sur Dark. N'empêche que les matchs contre les vraies catcheuses, les matchs contre le reste du roster, ceux qui ont lieu sur Dynamite, elle les perd tous. Donc vraiment, son ratio, il est plus négatif. Là, on dit, ouais, mais pour les spectateurs qui regardent occasionnellement, bah, ça met en avant Red Velvet et comme ça, ils pensent que c'est vraiment un gros morceau. Alors du coup, si je regarde que Dynamite, je fais partie du public qui se fait enculer quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que j'ai pas toutes les infos, et les infos que j'ai, elles sont pas crédibles, de toute façon, elles sont pas pour moi. Et il y a un truc comme ça très, très désagréable. Très désagréable. C'est genre, si tu suis pas tout, c'est ton problème, et si tu crois que tout est très bien, c'est ton problème aussi. C'est pénible. Bref, est-ce que AEW se repose pas trop sur l'esprit communauté de ses fans? Non, je dirais pas ça. Parce que quand même, ils se construisent très bien eux-mêmes. Les épisodes de Dynamite sont très bien pour construire plein de trucs. C'est pour ça que c'est un peu... que ça m'énerve un peu. C'est parce que quand ils veulent faire quelque chose de bien, ils font quelque chose de bien. Donc ils n'ont pas d'excuses quand ils font de la merde à côté. Notamment au niveau de la division féminine, par exemple. Mysteryman59 me dit « Bonjour Lynx, comment vas-tu ?» Ça va très bien, merci. Je n'ai jamais vraiment compris un truc chez AEW. Scorpio Sky était avec SCU, mais je ne l'ai jamais vu partir. Il y a eu une séparation. Ça fait partie des nombreux défauts de AEW. Parce que ça ne me dit rien, et je trouve qu'ils allaient bien à 3, comme je ne regarde pas Dark ou Twitter. Est-ce que tu sais pourquoi ils ne sont plus ensemble? Agréable journée à toi, smiley, content. Non, ils ne se sont pas séparés, à ma connaissance. À ma connaissance, il n'y a pas eu de séparation, il n'y a pas eu de clash, il n'y a eu rien eu. C'est juste qu'à un moment donné, Scorpio Sky... a commencé à vouloir être un peu plus solo. Et depuis, c'est pas qu'il est un peu plus solo, c'est qu'il est strictement solo. Il est plus jamais là pour les matchs de SCU. SCU n'est plus jamais là pour ses matchs à lui. Et je trouve ça curieux. Je regarde, jette des coups d'œil du côté du chat rapidement pour voir si je dis une connerie. Mais il me semble qu'il n'y a jamais eu de moment où Scorpio Sky a dit je fais plus partie de SCU. Ou je me rappelle juste une vidéo où il a dit je vais essayer d'être un peu plus, de m'orienter un peu plus sur ma carrière solo. Mais ça voulait pas dire... là, ça donne vraiment l'impression que SCU n'a plus rien à voir avec Scorpio Sky. Mais à ma connaissance, il n'y a pas eu d'explication là-dessus. Le chat est extrêmement sage, j'espère que c'est pas un bug. Escorev me dit « Salut Lynx, encore un grand merci pour toutes tes reviews. Dis récap s'il te plaît, ça, je préfère, c'est gentil. Mais merci à toi pour ton message, excuse-moi, je regarde... je m'en fous complètement. Qui rythme en partie ma semaine et bien d'autres, je pense. Une question, que penses-tu du fait que l'élite tienne 2 des titres majeurs de AEW au vu de leur position de pouvoir dans la compagnie? N'est-ce pas un peu dérangeant? Non, je pense pas parce que ce sont des catcheurs actifs et ce sont des catcheurs qui sont parmi les meilleurs catcheurs de la planète. Donc ce serait dommage, si tu veux, qu'ils soient pas champions. Ils sont dans une position où, certes, ils ont une position de pouvoir, mais ça reste des compétiteurs, et puis ça reste parmi les meilleurs compétiteurs. Ils ont les titres, mais ça fait pas condescendant. Je suis moins dérangé par le fait que les Young Bucks et que Kenny Omega aient les titres, que par le fait que Cody Rhodes ait une place d'emblée dans un match qualificatif pour un match pour le titre de TNT. Ça, tu vois, ça me dérange parce que je me dis, il y en a 2 qui ont dû gagner leur place, pourquoi toi et tes potes vous gagnez pas votre place? Ça me dérange. Mais les Young Bucks champions, non seulement pourquoi pas, et en plus ça a été bien raconté, et Kenny Omega champion, exactement pareil. Nemo me dit « Salut Lynx, j'ai pas... » Et puis c'est pas comme si c'était précipité sur les ceintures dès le début de la fédération en plus. Enfin, voilà, ça me dérange pas du tout. Nemo me dit « Salut Lynx, j'ai pas encore fini de mater le show, alors je materai la vidéo on demand. Mais je voulais juste savoir pourquoi QT Marshall ne faisait plus partie du Dark Order, et qu'est-ce qu'il fait avec Rhodes. Merci et des bisous. » Tu confonds avec Colt Cabana. C'est Colt Cabana qui fait partie du Dark Order. QT Marshall a toujours été... Enfin, est en équipe avec Dustin Rhodes depuis très longtemps, depuis plus d'1 an. Donc voilà, je pense que ça répond à ta question.
Ah oui, bah Rano Kishi me dit bonjour Lynx, j'espère que tu vas bien. Il est facétieux, ça va très bien, merci. J'aurais 3 questions pour toi. Attends. Une petite minute, copain. Ok. 3 questions. Et c'est parti. 1. Où et comment regardes-tu AEW Dynamite et les PPV comme révolution en entier? Alors, les PPV, je les achète sur Fight TV, un site qui s'appelle Fight TV, ça coûte 20$, c'est pas très très cher. AEW Dynamite, je passe par des moyens différents. 2. Est-ce que tu joues à WWE Supercard? Si oui, j'ai une team si ça t'intéresse. J'ai essayé pendant plusieurs semaines, j'ai fini par me faire chier, j'ai arrêté. 3. Est-ce que tu as acheté le nouveau magazine de catch à stickers? Non. PS, ça fait la première... C'était une réponse, je vois pas de quoi tu parles. PS, ça fait la première fois que je mets un message en avant, et sache que c'est pour voir tes lives, que je me suis inscrit sur Twitch. Tu fais du bon travail, continue comme ça. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toi. J'espère que tu continueras à suivre mes lives longtemps. J'espère que tu es diverti tout ton sou. Voilà. Chronos me dit bonjour Lynx, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Comment vas-tu Lynx? Comment vas-tu? Il m'a surpris l'enculé, bien joué. Pardon, je devrais pas dire ça. Il m'a surpris, bien joué. Bien joué. C'est très bon. Les bonnes refs. Bref. Une référence à une capsule de 2 minutes du peuple pour ceux qui l'ont pas. J'ai plutôt bien aimé ce PPV perso, mais j'ai un problème avec AEW, c'est le manque de surprise. Généralement, dans un PPV, on sait plus ou moins qui va gagner et qui va perdre, et c'est relou, je trouve, sans parler bien sûr du roster féminin laissé à l'abandon et sans histoire. Il est même pas laissé à l'abandon, ils ont même pas ce truc-là. C'est-à-dire que s'il était laissé à l'abandon, tu pourrais dire ils s'en foutent. Mais non, ils ont toujours un match féminin par semaine, qui ne mène à rien, il n'est pas laissé à l'abandon, il est entretenu. Ils ont entretenu, elles sont dans les limbes, les femmes à AEW. Le manque de surprise. Oh, je sais pas. Je sais pas parce que en même temps, des fois, c'est bien de rouler avec le plan, quoi, de faire comme c'était prévu. Parce que des fois, tu veux surprendre et puis tu fais de la merde. Donc, non, ça me gêne pas. C'est un problème qu'a beaucoup NXT UK, mais AEW, j'ai pas cette sensation-là. Maintenant, chacun son ressenti. C'est un ressenti que je peux comprendre. Eh ben, Mysteryman59 vous dit rebonjour Lynx, j'avais oublié cette question quand je t'envoyais mon ancien commentaire, mais dis-moi, sur quel site ou chaîne regardes-tu AEW et leur PPV? Encore une bonne journée, donc je te dis Fight TV pour les PPV, et pour les épisodes hebdomadaires, il existe des solutions. Sans déconner, par contre, en moyen légal, il me semble que tu peux regarder avec une semaine de retard sur Toonami, il me semble que ça passe sur Toonami, les épisodes peut-être en entier, je dis peut-être une connerie. Et si tu as un VPN, tu dois pouvoir t'abonner à une chaîne américaine qui doit te permettre de pouvoir regarder en replay les épisodes de Dynamite. Mais je t'avoue que je suis pas super au fait des solutions légales. Mais je paye les PPV. Voilà, ce que je disais dans mon dernier, dans mon dernier truc, la façon que j'ai d'être en accord avec ma conscience à ce niveau-là, c'est je paye un abonnement au WWE Network, donc c'est pas comme si je payais rien, et je paye systématiquement les PPV pour AEW, donc voilà, c'est pas comme si je payais rien non plus. Chronos me dit ça part visiblement sur la Kingston Family contre Omega et les Good Brothers, plutôt hypé par la rivalité, ça m'intéresse perso. Oui, beaucoup, et puis c'est logique, et puis ça c'est voilà, il y a un déroulé, voilà, il y a un déroulé logique, moi j'aime bien, oui, effectivement. Great Samurai 504 me dit coucou Lynx, je suis arrivé après, qui a été annoncé par Paul Wright comme nouveau à AEW du coup? C'est Christian, l'ancien Christian à la WWE, Christian Cage à TNA et Christian Cage à AEW maintenant. VLN me dit salut Lynx, comment allez-vous-t-il? Quand et comment vois-tu le retour de l'autre teubé, Sammy Guevara? Outre cela, j'aurais préféré que... Bon attends, je vais répondre à cette question-là d'abord. Je le vois intervenir contre l'Inner Circle, mais pas contre l'Inner Circle de façon agressive. Je vois l'Inner Circle agresser quelqu'un, peut-être même Chris Jericho cette semaine, et Sammy Guevara venir pour aider la victime de l'Inner Circle. Je vois ça comme ça.
Outre cela, j'aurais préféré que Penta gagne pour que le Death Triangle entier soit en course pour l'or, ça aurait été cool, et parce que ça nous aurait donné un sacré match. J'en profite pour te remercier pour tout ce que tu fais, c'est très très chouette. Voilà, bisous avec un masque. Ça rend l'expression bisous beaucoup trop factuelle de dire bisous avec un masque, je trouve. J'ai envie de te dire... Non, merci. La bise à toi, la bise chez toi. Monsieur Keps me dit, salut, fier membre du tableau ERA. J'ai l'impression que pour bien suivre AEW, il faut connaître le passé de plein de catcheurs et voir des émissions sur le côté. Est-ce que tu penses que c'est un choix de AEW ou c'est juste le fait que je ne suis pas le public visé? Non, je pense qu'effectivement, AEW fait trop ce que la WWE ne fait pas assez, c'est-à-dire récompenser les gens qui sont impliqués dans ce qu'ils font. La WWE a tendance à ne pas le faire assez. À d'énormes exceptions comme le Firefly Funhouse match où là ils ont tout libéré. C'est genre, vous suivez ce qu'on fait depuis 25 ans, voilà un match que vous seul pouvez comprendre et puis vous allez kiffer. Mais AEW, ils ont effectivement, à un moment donné, les Young Bucks ont fait la prise de finition des Motor City Machine Guns. Si je suivais pas la chaîne YouTube Wrestle Talk, j'aurais jamais entendu parler des Motor City Machine Guns avant là. C'est dommage, alors que grâce au gars de Wrestle Talk, grâce à leur réaction quand ils envisagent un match Young Bucks contre Motor City Machine Gun, j'ai un peu de contexte, j'ai un peu de quelque chose. Et je me dis, ceux qui suivent pas Impact ont rien. Et c'est dommage. C'est dommage. Ils devraient mettre beaucoup plus l'accent sur ce qu'ils construisent eux, plutôt que ce qui a été construit auparavant, je pense. The Ninth Cat a dit ils ont passé tout le budget pyrotechnique pour l'entrée de Cody. Ouais, ça et la Gender Reveal Party de Brandy Rhodes. Sur le coup, ça m'avait pas trop saoulé, puis avec le recul, ça commence à me saouler de plus en plus, la Gender Reveal Party de Brandy Rhodes. Le fait qu'ils aient donné des effets pyrotechniques à leur embryon avant d'autres catcheurs. Je trouve ça incroyable. Chatplay YouTube me disent à la fin de Révolution, ce que j'aurais aimé voir pour l'explosion finale, c'est que les lumières s'éteignent. Ça aurait été super astucieux. C'est que les lumières s'éteignent, les explosifs résonnent, et une fois que les lumières reviennent, les catcheurs ne sont plus là pour donner l'impression qu'ils sont partis en fumée, pardon. Non, ouais, ça aurait été vraiment cool que la lumière s'éteigne, pendant genre mettons les 5 dernières secondes, on coupe la lumière, à part une lumière rouge qui fait bip bip, quoi, qui fait, voilà. Le temps que Kenny Omega et Eddie Kingston puissent quitter le ring en vitesse, et à la fin ils explosent. En plus, en plus, on aurait eu l'explosion et ils auraient pu revenir de ça en disant ouais, Eddie Kingston a réussi à aider Jon Moxley à quitter le ring au dernier moment. Voilà, ça aurait pu aller quelque part. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Robbie Canway, hey, comment va? Hello Lynx, santé, smiley, gourde. J'entends beaucoup de personnes dire que c'est un problème technique qu'il y a eu à la fin du match Omega-Moxley. Je pense malheureusement que non, car juste après l'explosion, il y a l'équipe médicale qui arrive, et s'il y avait eu un problème, personne n'aurait pu approcher le ring par sécurité. Ça fait partie des raisons qui me font dire que c'était peut-être pas un botch. Je ne sais pas. Mais en même temps, si c'est pas un botch, ça veut dire que depuis le début, ils ont comme projet de dire que Eddie Kingston s'est évanoui de peur. Waouh! Dans tous les cas, c'est très mauvais, quoi. Dans tous les cas, c'est très mauvais. Ils vont essayer de le rattraper, mais dans tous les cas, c'est très mauvais. J'ose le dire, c'est pire que la fin de Hell in a Cell 2019. Parce qu'à la fin de Hell in a Cell 2019, tu savais ce qui s'était passé. C'était une mauvaise décision, mais c'était une décision cohérente, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que tout était de la faute de l'arbitre. L'arbitre a sonné la fin du match. L'arbitre est en pouvoir et a le pouvoir de faire ça. C'était une mauvaise idée, mais ça pouvait se finir comme ça. Que là, tout était construit pour là, c'était encore plus raté. J'ai trouvé. Mon opinion, je ne déteste pas AEW. Eden Seiju me dit salut Lynx, si Moxley et Kingston avaient réagi en mode c'est quoi cette merde et aurait nocell l'explosion et Omega serait revenu pour se foutre de leur gueule, je pense que ça aurait été mieux, je pense. Non, ça aurait été de l'immense daube. Non. Et avec une seule fin satisfaisante, c'était une explosion.
Ah, je crache partout. Si non, s'il n'y avait pas eu d'explosion et que Kenny Omega était revenu en mode je vous ai bien fait peur, ça aurait été à chier, pareil. Désolé hein, pour mon avis tranché sur ton opinion. Donc, mon opinion sur ton opinion ne reflète pas la véritable qualité de ton opinion, juste un retour. Le mien, en l'occurrence. Swifty, salut Nix, comment ça va? Ça va très bien, merci. Tout d'abord, bravo pour ton point culture génial. Pour faire un parallèle avec une grande déception de la WWE, tu es sur le même ressenti qu'à la fin de Hell in a Cell 2019 avec The Fiend contre Rollins. Bonne journée. Non, j'étais moins frustré à la fin de The Fiend contre Rollins. J'étais frustré. Je trouvais la fin du match très mauvaise. J'étais moins frustré. Qu'est-ce que c'est que ce... D'accord. Je me demandais ce que c'était que ton smiley. C'était un bon sturé. Val 022 salut Nix, comment ça va? Ça va très bien, merci. Super métaphore, je peux en avoir une seconde. Je suis désolé, mais il faut que tu me redonnes le contexte parce que j'aborde ces trucs-là à la fin de... Et je fais toujours des métaphores, donc c'est un peu compliqué. Une métaphore... Une métaphore... Mumu, c'est un lion. C'est une métaphore. Démerde-toi. Rom 1156 OHS 0HS. J'ai été agréablement étonné par les vieux entre guillemets pendant ce pay-per-view. Hardy, moi non. Jericho, mais Jericho, je suis jamais agréablement étonné par lui. Je sais qu'il est excellent. Sting, et oui, il était bien. Il s'est vraiment défendu. Vraiment solide et divertissant tous les trois. D'accord pour 2 sur 3. Matt Hardy, j'ai plus de mal. Matt Hardy, il tient vraiment bien son personnage de Big Money Match. Je pense qu'il devrait rester dans un rôle de manager. Ce serait plus, ça lui conviendrait mieux, je pense. Meteor dit Page qui finit par rejoindre le Dark Order, bat Omega pour le titre en sortant de sa prise de finition. Tu signes pas forcément tout ça tout de suite. Oui, à 100%. À 100%. Il rejoint le Dark Order, il devient le leader du Dark Order. Qui change de nom et qui devient le Light Order. Oh là 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 là. Non, ça peut être cool. Toto Ben69 me dit salut Nix, comment ça va? Ça va très bien, merci. Que penses-tu des commentaires français des AEW? Jamais entendu. Je crois que Christophe Ajus me manque beaucoup trop lors des PPV. Christophe Ajus, les commentaires de Christophe Ajus me manquent beaucoup de toute façon. Il arrive vraiment à élever un programme qui peut être moyen. Tu vois tout le fun qu'il vit en vivant les matchs et en vivant les segments et le fun qu'il apporte. Et il arrive à... Ce qui est déjà bon, il l'empire pas, mais ce qui est moyen... Tu te dis, au moins, juste est là, quoi. Au moins, juste est marrant. Au moins, juste s'éclate. Et du coup, t'es dans le truc. Et quand tu regardes la WWE en langue originale, quoi, avec les commentateurs originaux, ça manque. Ça manque beaucoup. Mais avec ce que je fais, je peux pas prendre 3 jours de retard. C'est moche, mais c'est la seule raison qui fait que je peux pas le regarder en français. El Bastet me dit salut Nix, comment vas-tu bien? Merci, ça va? Ouais, tu penses que le fail de la fin du main event va être utilisé comme angle à Dynamite ou va être totalement ignoré? Non, ils ont déjà commencé à l'intégrer dans l'histoire. Et surtout, quelle suite pour Kenny Omega? Maintenant, une rivalité avec Eddie Kingston peut-être, sans aucun doute. Et ils ont commencé déjà à l'intégrer. Après le match, on a vu des vidéos filmées par le public de Jon Moxley disant que Kenny Omega était à chier pour construire un ring explosif. Tony Khan a dit que c'est Kenny Omega. Bref, ils ont fait... Vous n'allez pas aimer le parallèle, mais ils ont fait avec Kenny Omega ce que la WWE a fait avec Baron Corbin. C'est-à-dire, tout a foiré, c'est de la faute de Corbin. Mais dis donc, Corbin, fais-toi casser la gueule. Et ils ont fait un peu pareil avec Kenny Omega. Vedrake me dit salut, un peu déçu perso. J'ai aimé le match féminin, mais la fin me désespère. Le ciné-match était très bien réalisé, bien agréable. Où est le big money à la fin du match de Page? Le problème avec l'argent, c'est que c'est pas physique. Donc du coup, voilà, à la fin du big money match, Hangman Page a gagné les revenus du premier quart de 2021 de Matt Hardy. Voilà. Bien sûr, ce n'est pas l'essentiel, mais ça reste un gros point de construction. La fin m'a laissé pantois, comme, même si c'est différent, le même sentiment de gâchis avec The Fiend contre Rollins. On y revient. Gwendalfa me dit, tu as vu un bon match féminin à AEW le jour de la journée internationale des femmes? Coïncidence? Je pense. Journée internationale des droits des femmes, il me semble. Sauf erreur de ma part, je dis peut-être une connerie.
Concernant le catch en général, The Quadrapus me dit « Hey, salut Lynx. J'étais en train de me dire que quand il y aurait le premier changement de fédération dans le sens AEW vers WWE, ça allait sûrement faire pas mal de bruit parmi les fans de AEW qui sont plutôt vocaux. Qui tu verrais dans le roster actuel de AEW faire ce genre de transition? Sans hésiter, une femme. En hésitant... Le nom qui m'est venu, c'est Krista Thunder, mais c'est pas une bonne idée. Parce qu'ils vont pas vouloir qu'elle fasse son personnage d'extraterrestre. En fait, pour l'instant, les mouvements qu'on a vus, c'est les femmes qui quittent la WWE et préfèrent aller signer un Impact plutôt que chez AEW. Je sais pas, mais une femme. Pas une Britt Baker, pas une Thunder Rosa, quoique Thunder Rosa. Pas évidemment Serena Deeb ou Tainara Conti, enfin des catcheuses qui sont déjà passées par la WWE et ça leur a pas allé. Mais voilà, une femme, je sais pas laquelle. Pouf pouf. Spatuli me dit « Salut Lynx, je me demandais dans quelle mesure les nombreux problèmes éthiques qu'a eu et a la WWE te dérangeaient et si cela avait joué dans ton choix de regarder AEW. Merci et bonne journée à toi. » Maintenant, je continue de regarder la WWE et il y a des problèmes éthiques avec AEW aussi, c'est-à-dire que AEW, ils ont commencé à faire revenir du public avant la WWE alors que la situation sanitaire s'était à peine améliorée. AEW, ils font venir Arn Anderson et Jake Roberts aux abords du ring, alors que pendant l'épidémie coronavirus, à AEW, ils ont fait venir à 2 reprises un animal dans une arène bondée avec des feux d'artifice et tout. La première fois, tu te dis bon, tu peux ne pas l'avoir vu venir. C'était le chien de Cody. Tu peux pas avoir vu venir le fait que le chien va paniquer, le chien va avoir super peur parce qu'il va rien comprendre. Mais quand Jake Hager est arrivé avec une chèvre, en plus pour rien, quoi, pour faire un jeu de mots débile, la pauvre bête, elle était terrorisée et là, ils n'avaient pas d'excuses, ils avaient déjà fait la connerie une fois, quoi. Donc non, ce que je dis, il y a des problématiques. C'est des problématiques relativement mineures, par rapport à signer un deal avec l'Arabie Saoudite et faire ton premier show la semaine où un journaliste est assassiné dans l'ambassade d'Arabie Saoudite. Bref, on n'est pas sur le même degré de problématique, mais il y a des problématiques dans les deux fédérations. Dès que ça commence à devenir des problèmes du monde réel, j'essaye d'avoir l'humilité de me dire que j'ai pas toutes les données pour les aborder, d'une façon générale. C'est pas de la lâcheté, c'est vraiment juste... si c'est complexe, reconnais quand il faut que tu fermes ta gueule. Si c'est juste du catch, si c'est juste pour rigoler, si c'est juste de la fiction, dis ce que tu veux, c'est pas grave si tu te trompes, on te reprendra. Y a rien de vraiment important en jeu. Et si c'est le monde réel, fais gaffe. Donc voilà, je fais gaffe. Ravlan me dit « Bonjour, monsieur le soleil, smiley facétieux. Comment est ta santé et ton moral aujourd'hui, smiley facétieux? Ma santé, ça va. J'ai un peu la gorge sèche parce que je parle beaucoup et le moral, ça va très bien. Le point culture est fini. Je vous le dis d'ailleurs parce que plein de gens n'ont pas eu la notification. Apparemment, les gens pensent que j'ai arrêté de faire des vidéos. Ouais, hey. Donc voilà, le point culture est sorti si jamais vous n'êtes pas au courant. Mais ça me fait, moi, ça me libère. Je n'ai pas de questions, mais comme je n'ai pas pu voir tes lives depuis un moment, je voulais juste te rappeler que ton travail est très apprécié, que tu donnes le sourire à des tas de gens tous les jours. Tes vidéos sont toujours aussi géniales et j'ai adoré le dernier point culture. Merci, smiley facétieux. N'oublie pas que des tas de gens te trouvent super et gros bisous de Suisse, smiley violet. Merci beaucoup à toi, c'est très gentil, c'est très agréable, ça fait beaucoup de bien. Icar713 me dit bonjour Lynx, je sais pas si c'est le lieu idéal, mais j'aimerais te faire un retour concernant le point culture maintenant que tu t'es reposé. Ah, parlons du point culture alors. Pour le fond, c'est toujours un plaisir de t'entendre parler cinéma. Je pense que c'est un sujet que tu vulgarises le mieux. Merci à toi. Par contre, sur la forme, j'avoue que l'aspect liste du point culture, qui ne me dérange pas d'habitude, était un peu moins bien géré ce coup-ci. J'ai ressenti quelques longueurs, mais c'était rien par rapport à la qualité globale de la vidéo. Smiley qui rigole. Ça a vraiment été un accouchement dans la douleur, ce point culture. Je sais pas si vous avez fait gaffe, il n'y a pas eu de point culture quiz. Alors que c'est un truc que j'adore faire, c'est faire un petit quiz une semaine avant la sortie du point culture. Là, fallait que je me dépêche, et je pense que malgré tous les efforts que j'ai essayé d'y mettre, malgré mon envie de ne pas donner l'impression que la vidéo a été bâclée, on fera un point bien... Enfin, je ferai le commentaire du point culture bientôt pour en parler. Malgré ça,
je pense que j'ai pas pu... Il y a certains moments où j'ai voulu aller vite, où je me suis dit, allez, avance, il y en a marre. Parce que j'avais vraiment envie d'en finir avec cette vidéo. Et je pense que, sans que je le veuille, ça a fini par se faire ressentir un peu, d'une certaine façon, pour certains plus que pour d'autres. Voilà, sur le ton, quoi, de la vidéo. Je pense. Je pense que c'est ça qui peut avoir joué. Amine 2070 me dit quoi? Salut Lynx, merci pour ces lives, je les suis tous assidûment. Question totalement hors sujet, mais récemment je me suis fait tous les coins lecture et je voulais savoir si tu avais déjà lu un livre qui mériterait un S selon toi. Ben, la note dépend de ton état d'esprit au moment où tu lis le livre. C'est-à-dire que tu mets un S à un moment dans ta vie. Ça veut dire que c'est, comme toujours, tu notes un ressenti. Je pense que la première fois que j'ai lu Cyrano de Bergerac, je lui aurais mis un S si j'avais eu l'idée de mettre des notes. Parce qu'il m'a vraiment beaucoup marqué, cette pièce de théâtre. Là, c'est l'exemple qui me vient. Peut-être que la première fois que j'ai lu les Thanatonautes, j'aurais eu envie de lui mettre un S aussi. Peut-être. J'ai été extrêmement conquis par Bernard Werber quand je l'ai découvert. Je crois que c'est un des premiers auteurs que j'ai lu pour le plaisir en me disant j'ai passé un bon moment à lire ce livre. Voilà. Gwendalfa me dit bonjour Lynx, comment allez-vous toi Camille, les chats, les nounours au DDT? Ben le nounours il est bien, il est retourné là-bas. Les chats ça va, je vois Mimus qui se roule par terre dehors et je vois un gros chat qui est en train de faire sa toilette. Camille, elle fait dodo. Message pour dire que tes directs me permettent de faire... Ah, j'adore, merci beaucoup. Me permettent de faire revivre ce que je ressentais à l'époque et qu'ils sont un réconfort dans ma semaine, comme quand tu sors des vidéos. Alors merci beaucoup, PS, j'aime quand tu es sarcastique, ne change pas. Du coup, quand tu dis ne change pas, t'es sarcastique et t'aimerais que je change? Merci beaucoup à toi pour ton message, ça fait plaisir. Et enfin, De Quadrapus me dit « Hey, re-salut! Je me demandais que si maintenant que le point culture est terminé, c'était de nouveau une possibilité d'avoir un live de présentation du tableau. Merci beaucoup pour ces lives et tout ton travail, c'est vraiment super cool à suivre. Smiley facétieux. Merci à toi. On pourra peut-être se faire ça. J'ai envie de me faire un petit... un goal, un but, donc... vous savez, un goal sur Twitch, c'est-à-dire dire à partir de tant d'abonnés, on fait, enfin, voilà, si j'atteins tel nombre d'abonnés, je vous donne tel contenu. Je ne sais pas dans quelle mesure je suis à l'aise avec cette idée, mais ça me semble bien, ça me semble équilibré. Il y a un côté marchand entre vous et moi que j'aime pas, mais d'un autre côté, il y a le côté vous me montrez que ça vous intéresse, je vous donne du contenu qui vous intéresse. Tu vois, il y a un côté, il y a le côté que j'aime pas, le côté que je trouve pas très sain entre je fais ce que vous me dites, et il y a le côté vous me prouvez que vous en voulez plus, je vous en donne plus. Et là, je trouve ça plus sain, je trouve que ça fonctionne mieux. Voilà, donc je vais équilibrer ça. Un live présentation du tableau, c'est tout à fait possible, un de ces quatre. On va voir. L'idée n'est pas jetée à la benne, ça peut être une bonne idée. Voilà. Merci à tous pour votre patience, pour votre participation. Merci à tous pour votre implication. Désolé d'avoir été un peu ronchon pendant mon recap. J'espère quand même que ça s'est bien passé pour vous. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se donne rendez-vous sur la chaîne Lynx Catch, qui s'est toujours appelée comme ça. Cette émission s'appelle Le Point Catch et elle s'est toujours appelée comme ça. J'ai dû changer le nom. On se donne rendez-vous très bientôt pour... on se donne rendez-vous demain midi pour parler de Raw. D'ici là, je vous souhaite à tous un très bon lundi. Et soyez sages et doux. Salut tout le monde.